bonsoir les oursons, les oursonnes, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère pour vous que le dimanche s'est bien passé. Et sinon, courage, la semaine commence, j'espère pour vous qu'elle se passera bien. Et salut Vampire, bienvenue sur la live, installe-toi confortablement. J'espère que tu vas bien. Du coup, aujourd'hui, suite du Magictober. Bêtement, on va passer au 15e jour où on fait de la convocation. Ça va et toi? Bah écoute, ça va. Ça va, ça va. Je commence un petit peu à impacter le fait de faire des streams journaliers comme ça commence à tabasser un peu par moment. Mais on tient. On tient, on est à peine à la moitié en plus. Mais on tiendra jusqu'au bout sans problème. Je pense par contre qu'après, il y aura 1 ou 2 semaines de pause dans les lives. J'ai été convoqué, du coup je viens. Bonne réponse. Bienvenue dans le bureau du Planeswalker. Mais voilà. Du coup, donc la convocation. Alors déjà, petite mise au point pour ceux qui ne connaissent pas la convocation, puisque c'est quand même une mécanique assez ancienne de Magic. Alors déjà, on va basculer là-dessus. Voilà. Impeccable. La convocation, le principe c'est d'engager les autres créatures qu'on contrôle pour pouvoir générer du mana. Quand tu auras récupéré, j'aurai plein de decks à te soumettre. Arrête, Fanda. Oh, de toute façon, je pense que je ferai que une semaine et demie de pause à tout casser, parce que ça va vite me manquer, mais... Allez, les bâillements commencent. D'ici une demi-heure, c'est fini. Parce que ça me manquera assez rapidement, mais physiquement, faut que je me repose, je pense, après ça. Je vais probablement être très claqué, parce que j'ai plein de trucs en même temps, donc faut que je suive tout. Donc... oui, du coup, j'étais en train d'expliquer la convocation. Donc, la convocation, alors qui est convoque en anglais, le principe, c'est que vous pouvez engager les créatures que vous contrôlez pour qu'elles génèrent du mana pour aider à payer le sort, donc que ce soit créature ou non, qui a la convocation. L'idée, c'est que si par exemple j'engage l'ancien Impériosaure pour payer un truc qui a la convocation, ça va générer soit un mana incolore, soit un mana vert, à mon choix. L'ange de salvation va générer soit un mana blanc, soit un mana de la couleur de mon choix. Tu peux engager une créature qui n'a pas la convocation pour appeler de la convocation. C'est tout à fait possible et c'est même en général le cas. Le principe c'est de la convocation, c'est dire que cette carte peut être payée en engageant d'autres créatures. Alors, que vous contrôlez, évidemment, on peut pas engager les trucs adverses pour faire ça, sinon ce serait trop fort. Mais voilà. Le fait que ça génère un mana coloré, ça a toujours été comme ça, c'était ajouté par la suite. Ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas, ça a toujours été un mana incolore ou un mana de la couleur de cette créature. Toujours. Et c'est même important la précision que ce soit la couleur de la créature, puisque il y a certaines créatures qui ont la mention all color. Voilà. Tac tac tac. Donc par exemple Fallagy Wayfarer. Fallagy Wayfarer est de toutes les couleurs. Et donc si cette créature-là, si je l'engage pour faire de la convocation, d'ailleurs c'est une carte qui donne la convocation, c'est un peu le but. Si je l'engage pour de la convocation, elle va elle va me générer soit un mana de la couleur soit un mana incolore, soit un mana de la couleur de mon choix. Je pensais que c'était que de l'incolore, on voit comme disent les Américains. Bien sûr, en fait c'est souvent quelque chose qui... Pardon. C'est souvent quelque chose qui est assumé de base, parce que quand on la lit un peu en diagonale, on voit le symbole 1 incolore, mais on voit pas d'autres symboles de mana, donc c'est la première réflexe qu'on a. Mais en réalité, ça génère aussi un mana de la couleur de la carte. Pareil, le sphinx du pacte des guildes est de toutes les couleurs, donc quand on l'engage, il génère un incolore ou un de n'importe quelle couleur. Tout simplement. Voilà, voilà. Et pareil, le scrap basket, si on le fait devenir toutes les couleurs, ça fonctionne aussi. Du coup, on va aller chercher tout ce qui est à la convocation, et il y en a un paquet, mine de rien, hein, sur Magic, puisque comme c'est une capacité annexe de lancement de cartes, forcément c'est quelque chose qui a été... qui a été pas mal réutilisé par Magic au fil du temps. Vous voyez ici qu'on en a sur du March of the Machine, là on a sur le très très vieux Ravnica,
Ici, on a sur le token March of the Machine. Ici, on a sur un Ravnica très récent. Si je descends un petit peu, on va avoir du Masters. On va avoir, je sais même plus laquelle. Ah, c'est Commander 2016, ça. Secours. La Commander 2016. On a Modern Master 2. On a Magic 2015 ici. On a dans l'extension Doctor Who, donc de manière très très récente. Ça, c'est vraiment la toute première extension Ravnica, qui date des années. Donc voilà, ça a été un petit peu étendu à tout ça. Celui-là, c'est quoi déjà MH1, c'est quoi déjà? Je sais plus le nom du coup. Si je dis pas de bêtises, la convoque a été introduite avec Ravnica, c'était la signature des tout premiers Celestia. Je t'avoue que j'ai pas vérifié cette information, mais c'est fort probable. C'est fort probable que c'était que ce soit la signature de Ravnica. Ce ne serait pas surprenant au vu de comment ça fonctionne. Et de pourquoi ça existe. Oups. Mais ouais. Mais du coup, voilà. Et puis on en a même un sur Capena ici. On en a, voilà. On en a un petit peu dans tous les sens, à droite, à gauche. Ce qui est à la fois une bonne chose et une mauvaise, parce que le problème, c'est que ça va induire forcément, assez rapidement, le comment? La problématique de qu'est-ce qu'on fait. Parce qu'en fait, du coup, jouer convocation, c'est bien, mais il y a 90 convocations différentes. Je vais pas juste les prendre toutes les 90, mettre des terrains et dire que c'est bon. Déjà parce que ça me ferait que 10 terrains, donc c'est un problème. Mais surtout parce que ça ferait aucun sens de fonctionnement. Pas longtemps, il y a des compétences qui avaient disparu, ça fait plaisir de voir des capacités qui arrivent à perdurer au-delà de leur extension, leur plan d'origine. Exactement, Vampire. Ça fait extrêmement plaisir que ce genre de capacité reste. Euh, Après, en fait, ce qui est marrant avec la convocation surtout, c'est qu'elle fait partie de ces capacités qui, même si elles n'existent pas forcément encore, enfin même si elles n'existaient plus, sont encore très très fonctionnelles du fait qu'elles interagissent avec les créatures d'une manière intemporelle. Typiquement, la convocation concerne l'engagement de créatures pour générer du mana, qui sont deux mécaniques qui ne peuvent jamais disparaître de Magic. Déjà parce qu'elles font partie des règles de base et des besoins de base des joueurs. Du coup, c'est une capacité qui, de manière astucieuse, ne peut pas disparaître, plus ou moins. Et donc, quitte à ce qu'elle ne puisse pas disparaître, autant la réutiliser. Oh, c'est terrible ça. Excusez-moi, c'est un peu le bazar. Je sais pas pourquoi je baille autant. D'habitude, je baille pas mal, mais pas autant que ça. Hop là. Pourtant, j'ai sacrément dormi cette nuit, donc peut-être même un peu trop. Donc je devrais pas avoir de soucis, mais bon. Ce sont des choses qui arrivent. On va mettre un peu de musique, ça peut pas faire de mal d'ailleurs. Parce qu'elle n'est pas jusque là. Voilà. Normalement, ça ne devrait pas vous casser les oreilles. Du coup, ce qu'on va faire, comme on a tout et rien sur la convocation, on va piquer une fois encore les informations du wiki pour savoir quelles sont les couleurs principales exploitables. Alors, on a 28% de blanc, 13% de bleu, 13% de noir, 8% de rouge et 22% de vert. Donc effectivement, surtout du Célestia, parce que pareil en bicolore, on a 1,2% en Azorius, en Boros et en Golgari, et 6% de Célestia, 1,2% de or en général et 3,7% d'artefacts. Du coup, on va pouvoir en profiter pour pouvoir tenter un deck un petit peu soit Bant, soit Célestia, en vérité. Alors, on met les ajouts habituels. On va mettre pour l'instant Bant en limitation de couleur. Pour voir déjà combien ça nous en tire, 67. Théoriquement, je pourrais juste tout sortir et faire un deck. On va pas faire ça pour des raisons un peu évidentes, mais je pourrais. Ensuite, comment on va limiter ça? Alors le problème c'est qu'on va devoir les faire une à une. Hein.
Je vais tester un truc. Non. Comment on va faire ça? Comment on va faire ça? Parce qu'en fait, le deck convoque, c'est sympa, mais comme ça engage les cartes qu'on a, ça implique pas les choses. Excusez-moi. Ça implique beaucoup de problèmes, plus ou moins, derrière. Parce que ça peut vouloir dire si tu veux faciliter la vie en partant sur du vert blanc ou pas. C'est ça. Déjà, il y a est-ce que je veux me faciliter la vie ou pas en partant sur du vert blanc. Sinon, il y a aussi est-ce que je veux faire que du convocation ou essayer de mixer un peu. Parce qu'en fait, l'intérêt de jouer convocation, c'est que comme ça fait s'engager, je peux avoir des créatures qui vont réagir à l'engagement. Typiquement avec les mots-clés Become Tapped. Là. Ça veut dire devient engagé. Et coucou Skyla, j'espère que tu vas bien et que tu passes un bon dimanche. J'ai pas mis de S. Pas mis de S et il y a 2 P. Voilà, c'est... Oh, du foutage. Voilà. Et donc l'idée c'est que normalement la convocation, le principe c'est de la mixer avec des cartes qui, lorsqu'elles sont engagées, font quelque chose. Je suis en train de travailler les jumelles. Pas de soucis, bah écoute, quand on aura fini le deck, si tu les as terminés, on pourra passer à la création de cartes, sinon on repoussera la session du Ralas, y a pas de soucis. Alors... Déjà, ce qui va nous intéresser, c'est les créatures qui s'engagent. J'ai avancé, mais pas fini. Ah, bah tant pis. Pas grave, on peut repousser, il n'y a aucune urgence à ce que ça arrive. Voilà, donc typiquement, Emara ou Falao Sage sont des cartes qui vont être très intéressantes pour nous, puisqu'elles disent par exemple, Emara, dès qu'elle devient engagée, quelle que soit la raison, créer un jeton soldat blanc. Falao Sage, c'est dès qu'il devient engagé, quelle que soit la raison, piocher une carte. C'est ce genre de réaction qu'on va chercher à avoir. Et Armored Scrapgorger, il est auto-fonctionnel, donc normalement il s'auto-boost avec ça, mais c'est peut-être moins intéressant ce qu'après. Hop. Donc on a 35 cartes potentielles qui peuvent venir faire des choses. Voir... Question. Si on décide d'essayer d'inverser la tendance. C'est-à-dire on prend les couleurs qui sont moins représentées, donc le Rakdos et peut-être même le Grixis. Si je mets Grixis ici. J'ai 35 cartes. En vrai, il y a un monde. Il y a un monde où on tente un truc comme ça. Parce que un deck convocation sera par essence Selesnya. Du fait de sa supériorité et du fait que en Selesnya, va y avoir énormément de générateurs de jetons. Comme justement Emara, qui génère un jeton dès qu'elle devient engagée. Ou comme, je suppose qu'il doit être là. Alors déjà, Juge des courants qui me fait gagner un point de vie dès qu'un ondin devient engagé. Ce qu'il inclut lui. Et il y en a un autre blanc, ondin, voilà, le Stony Brook Schoolmaster. Dès qu'il devient engagé, vous pouvez mettre un jeton ondin sur le terrain. Tac, tac, tac. Dès que le Spire Seed Infiltrator, dès qu'il devient engagé, infliger un dommage à chaque opposant. Il y a plein de petits trucs. Donc, en vrai... Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour pouvoir modifier un peu la truc? Question de règle. Et bonsoir DualShock Mania, bienvenue sur live. Désolé, je suis pas passé ce matin, mais je me suis levé à 11h45. Donc, j'étais juste... voilà, je pionçais comme un loir quand tu livais. Est-ce que la convocation interagit avec les cartes qui disent par exemple les cartes que vous engagez pour du mana? Est-ce que tu as une carte en tête, spécifiquement vampire? Je me suis levé à 13h ici, bon parfait, pas besoin de s'excuser. Oh mais t'inquiète DualShock, c'est juste pour t'informer. Je vais en chercher une. Je veux bien que tu en cherches une vampire pour que je puisse avoir le contexte réellement de ce à quoi tu penses. Parce que pour moi, oui, les cartes sont engagées pour du mana,
mais ça dépend de la formulation exacte. Hop là. Si là je dis... Avec 6, on a plus que combien? 17 Et 17 on peut faire le truc. Tout à fait mon cher DualShock, on est sur un deck convocation pour ce Magictober du 15 octobre. Et on est en train de chercher un petit peu ce qu'on va faire. Sachant que comme la convocation est normalement un truc plutôt géré célestien, on est en train de se poser la question de renverser la vapeur et de mettre du Grixis. Je sais pas comment je fais ça. Il y a un dragon rouge récent qui a la convo. D'accord. En fait, si tu veux, moi, de manière bête et méchante, hein, mais je regardais du coup les informations de convocation qui donnent les pourcentages, notamment sur le wiki fandom de MTG, les pourcentages d'utilisation dans chaque couleur. Et c'est le vert et le blanc qui s'en sortent le mieux, avec le rouge pas loin derrière, avec un peu de noir. Mais le bleu et le noir qui s'en sortent pas loin derrière, le rouge est pas mal à la traîne. Dragon de Dominaria uni, c'est fort probable. C'est fort probable. Et le truc, c'est que soit je fais un deck Célestia, où en gros, à chaque fois que je vais engager des trucs pour générer du mana pour poser des trucs, je vais aussi générer souvent des dragons. Enfin, des jetons, pardon. Potentiellement des jetons dragons, qui sait. Mais je vais potentiellement générer des jetons dans tous les sens. Ce qui peut être très marrant. Parce que ça me permet de combler la faiblesse de la convocation. Mais je cède au pourcentage habituel, disons. Je ne vais pas chercher une couleur inhabituelle pour ça. L'ancien aux fleurs de Nyx. D'accord. Et là, on est en train d'essayer de... On est en train d'essayer de résoudre un point de... Ok, je vois ce que tu veux dire. Je ne sais pas trop. J'ai un doute. J'ai un énorme doute là-dessus. Ok. Ça ne fonctionne pas, Vampire. Ça ne fonctionne pas pour une raison toute bête, c'est sur la formulation exacte de la règle convocation dans les règles, dans les comprehensive rules. Pour chaque mana coloré dans le sort, dans le coût total du sort, vous pouvez engager une créature dégagée de cette couleur plutôt que de payer cette mana. C'est un coût, c'est un remplacement du coût. Mais tu ne transformes pas ta carte en générateur de mana. Donc l'ancien aux fleurs de Nyx ne triggerera pas. Voilà. C'est ça le truc. C'est qu'en gros, tu te dis... En fait, le principe de la convocation, c'est de dire, pour chaque mana coloré, tu peux engager une créature de la même couleur à la place de payer ce coup de mana. Et pour chaque mana générique, tu peux engager une créature, n'importe laquelle dégagée que tu contrôles, à la place de payer ce coup de mana. Donc ça t'enlève la nécessité de payer un coup de mana, en fait. Par contre, ça trigger autre chose. En fait, par contre, tu payes un coup de mana, théoriquement. C'est juste que tu le payes différemment. Mais tu payes quand même le coup de mana. Ce qui veut dire que il y a un enchantement rouge qui punit tous les joueurs qui jouent des cartes pour 0. Tu ne joues pas la carte pour 0. C'est juste que tu payes le mana différemment. Enfin, de manière différentielle. Et par contre, c'est ça, et c'est ça qui est intéressant avec le convoque, tu peux utiliser des créatures qui ont le mal d'invocation pour payer. Ce qui veut dire que tu peux littéralement poser
engagé pour poser avec la convocation, engagé pour poser avec la convocation, engagé pour poser avec la convocation. Théoriquement, tu peux vraiment boule de neige comme ça. Et c'est aussi pour ça que c'était un deck Selesnya, à la base, convocation, je pense. C'est parce que comme ça génère du jeton, ça te génère théoriquement plus de trucs pour convoquer. Dans l'idée. Voilà. Et d'ailleurs, au cas où, si tu as une carte qui a un effet où tu l'engages, comme par exemple qu'on avait tout à l'heure là. Attends, est-ce que j'en ai un là qui pourrait me faire servir d'exemple? Non, j'en ai pas qui peuvent me servir d'exemple sous le nez. Mais en gros, si une créature a une capacité qui lui demande de s'engager pour activer sa capacité, si tu l'engages pour cette capacité en réponse à l'engagement pour la convocation ou l'inverse, tu ne fais que l'un des deux. Tu ne peux pas faire les deux en même temps en utilisant des réactions pour tout faire en même temps. Ça ne marche pas. Emara qui fait 1 et héroïne de la 10e circonscription. Première circonscription. La 10e, c'est quoi? Garde la 10e circonscription, peut-être? Ou légionnaire? Ouais, non. Un type de carte qui va être très fun avec de la convoque, c'est celle qui avait leur symbole on tap. Tout à fait, Vampire. Et c'est ça que je commençais à me poser comme question il y a quelques secondes. C'était de me dire, est-ce qu'on peut pas aussi claquer de l'untap avec ça pour faire des trucs rigolos? Parce qu'en vrai, si on voulait réellement être efficace sur notre deck de manière globale, si on voulait vraiment optimiser à fond le truc, il faudrait mettre... mince. Il faudrait mettre Fallaji Wayfarer en commandant du deck. Alors si c'était possible, bien sûr, c'est pas le cas. En commandant du deck, qui donne du coup la convocation à tout ton deck, et ton deck n'est que composé de cartes avec le dégagement et le fait que quand ils deviennent engagés, ils font des trucs. L'idéal, ce serait ça. Heureusement, c'est pas toujours possible. D'ailleurs, tiens, bonne question. Qu'est-ce qui est légendaire et qui a la convoque? On a Béni. Au début de ta phase de fin, si tu as créé un token ce tour-ci, tu pioches une carte. Lui, tu peux le lancer depuis le cimetière. Tu ne peux pas dépenser de mana pour lancer ce sort. Ok. Lui. Les sorts non créatures que vous contrôlez, on le convoque. Ok. Ah, Kasla est pas mal. Kasla qui dit, lorsque vous lancez un autre sort qui a la convocation, regarde puis piochez une carte. Ça, on aime beaucoup ça. Ça, il donne la convocation au premier sort chaque tour. Et lui... La première fois qu'il est engagé, il crée un humain. La deuxième fois qu'il est engagé, il crée un esprit. La troisième fois, il fait un ange. Et quand tu lances un sort qui a la convocation, tu dégages sans draft. Ok. Pas mal, mais ça te prive du vert. C'est ça. Ça me prive du vert. Ils sont tous les deux très bien, même si Saint-Draft est plus logique parce qu'il coûte genre que 3 au lieu de 6. Mais ça me prive du vert, qui est quand même fort. Donc là, typiquement, on entre dans la question de est-ce que je veux faire un truc fort ou est-ce que je veux faire un truc un peu bizarre? Globalement. Parce qu'en vrai, la vraie bonne couleur, si on veut exploiter correctement
la convocation, c'est le band. Donc le vert, blanc, bleu. Pourquoi vert, blanc, bleu? Même si du coup on n'aurait pas Saint-Raft et Casla. Parce que ça permet d'avoir le vert blanc avec tous les jetons et tous les machins, et le bleu avec toute la pioche et toute la gestion. Donc ça permet vraiment d'avoir une exploitation large. Sachant qu'en plus, Bant, c'est les couleurs des ondins. Enfin, c'est notamment les couleurs des ondins avec le bleu. Et les ondins jouent énormément, en tout cas ceux de Lorwyn, jouent énormément avec le fait d'engager ou dégager. Alors, je veux dire, ça se vérifie très largement. Alors non, ça va être le mana bleu. C'est ça, c'est le mana bleu. Attends, il faut que je retrouve. Allez chercher la carte, ce sera plus simple. Allez chercher le nom de la carte. C'est une multicolore, je me souviens. Faut juste que je retrouve dans quelle extension du bloc Lorwyn il est. Lui, le suir clair-vu. Ah. C'est Q. D'accord. Comme Kuntap. Bon. Donc c'est Q. À partir de là, la question c'est... En Bant, qu'est-ce qui existe qui a le détap? Alors, on a lui, mais il se dégage pas tout seul, donc c'est chiant. On a lui, qui se fait de la prolifération sur lui-même. On a lui, qui exile la première carte en face et qui permet de la jouer. C'est dommage que ce soit si cher. Mais du coup, dans un deck convocation, ça peut être marrant. Lui, il permet de déplacer un marqueur. Un marqueur d'une créature à une autre. Lui, il gagne le vol jusqu'à la fin du tour. Lui, il permet d'en renvoyer une créature du cimetière en champ de bataille. Lui, il donne la protection, ça coûte un Q. Lui, il génère un token. Oh, lui, il va être marrant, lui. Lui, si on a du blanc, ça peut être très très drôle. Lui, il génère du mana. Bon, il en génère un en payant 2, donc c'est un peu chiant. Lui, il permet de regarder la première et de la virer. Lui, il gagne plus 0, plus 2. Tap target créature. Lui, il permet d'engager un truc en face. Et lui, la créature équipée a 3. La créature gagne plus 2, plus 2. C'est pas mal, le problème, c'est que ça coûte cher en mana assez rapidement, les capacités. Hein. En fait, le problème du détap, c'est que c'est souvent cher ou spécifique. C'est ça le souci. Et le reste, on a quoi? On n'a pas grand chose. On n'a pas grand chose de hyper pertinent en soi. Ouais. L'idée est fun, mais malheureusement, il n'y a pas assez de cartes pertinentes. Ça d'ailleurs, c'est une capacité que je trouve très sous-exploitée et je suis déçu que Magic n'ait pas essayé de la ressortir un peu plus. Parce que c'est vachement marrant sur le principe. Ah oui, ça permet des combos complètement abusés et abusifs. Mais le principe est marrant. Donc ça, on va devoir s'asseoir dessus, parce que même si ça peut être très marrant sur le principe, c'est pas ce qu'on va chercher.
Il y a pas mal de trucs intéressants, mais est-ce qu'ils sont pertinents? Ça, c'est pas forcément toujours vrai. La peur du combo infini. C'est pas la peur du combo infini, parce que il y a des combos infinis. Là, c'est plus la peur que ça envahisse tout. Il y en a déjà trop, bah c'est ça, il y en a déjà beaucoup, donc c'est pas nécessaire d'en rajouter, même si Magic le fera sûrement. Parce qu'à bon, à un moment, ils veulent vendre des trucs quand même. Mais... ouais, bah je pense qu'on va partir sur du band quand même, hein, parce que malheureusement, on risque de... je vais pas dire de pas assez s'amuser, mais d'être un peu limité en fait. Partir sur du band, hein. On va partir sur des ventes, même si du coup, bah, j'ai 67 cartes possibles, donc c'est beaucoup. Et bah tant pis, on va faire le tour. Hein. Donc, une créature gagne +2/+2 et il vole. Ça peut servir, pas nécessaire, mais ça peut servir. Piétinement parade 2, ça c'est drôle. Quand il entre sur une bataille, il entre sur champ de bataille avec 2 marqueurs +1/+1 pour chaque créature qu'il a convoquée. Ça c'est trop marrant. Lui, il vole. Quand il entre sur champ de bataille, prévenez les 5 prochains dommages qu'il devrait être infligés ce tour-ci à n'importe quel nombre de cibles. Ah, je préviens les 5 prochains dommages qui seront infligés à n'importe quel nombre de cibles divisé de la manière, enfin répartis de la manière qui me convient. Trop compliqué à mettre en place, même s'il y a le flash, donc on peut essayer de le sortir, machin ou autre. Le problème, c'est que même avec le flash convoque, ça coûte quand même très cher à poser. Ça, à la limite, même si ça coûte cher, le fait que ça coûte cher est un intérêt. Là, non. L'arboretum élémental, c'est juste une grosse bête très rigolote. Ça, c'est du counter ou de la pioche qu'on peut faire en convoque, voire les deux. Ça, quand il entre sur bataille, piocher une carte. La créature enchantée gagne +2/+2 et le vol. Et bah ça, je trouve ça mieux que l'Aerial Boost en vrai. Hein. Ah oui, mais ça coûte plus cher. On va en mettre un de chaque, on verra après. Hurme autochtone. Piétinement. Ça coûte combien? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Combien de trucs t'es obligé d'engager pour sortir ça, quoi. Ça, t'en mets une, mais genre pour le flex, en fait. Vraiment. Alors du coup, lui, on va en avoir besoin, parce qu'on va créer du jeton. De tous les dommages qui devraient être infligés à vos créatures ce tour-ci, vous gagnez un nombre de points de vie égal aux dommages prévenus de cette manière. Ça, c'est worse. C'est hyper dur à sortir, mais c'est worse. Les sorts d'artefacts que vous lancez ont la convocation. Ça peut servir, on ne sait pas encore si on aura assez d'artefacts pour que ce soit réellement pertinent. Convocation, alors oui, le Chord of Calling, ça c'est pour aller toper une créature qui a un certain prix, mais bon, ça en vrai, on peut faire sans. Alors ça permet de phase out tout est permanent dans le terrain. Ou presque. Ça dépend de ton choix. Mais c'est pratique. Alors ça, wow, c'est bizarre. Ça, c'est si on joue éphémère ou rituel. Parce que le principe, c'est que on peut lancer les rituels comme s'ils avaient le flash. Et le prochain sort d'éphémère ou de rituel qu'on lance, il est copié 2 fois et on peut choisir des nouvelles cibles pour la copie. Spécifique, mais c'est pas ce que je ferais, donc on va le virer. Ça, c'est un 3-3 vol beaucoup trop cher pour ce que c'est. Ça, il est intéressant, il fait gagner un point de vie pour chaque créature qu'on contrôle, donc on aime bien. Lui,
La créature enchantée gagne plus 0/+2 pour chaque autre créature que je contrôle. Ça peut servir. En tirant sur son bataille, exiler le permanent non-terrain ciblé qu'un opposant contrôle jusqu'à ce que le tribunal du conclave quitte le champ de bataille. Ça peut me faire de la gestion. Cut short. Détruisez un Planeswalker qui a activé une capacité ce tour-ci ou un Planeswalker engagé. Enfin, ou une créature engagée. Pourquoi pas. Exiler une créature... La créature attaquante ou bloqueuse ciblée. Ouais, bof. Sideboard. La créature gagne l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Ça peut être marrant. En plus, on convoque ou non, ça reste marrant. Exiler toutes les créatures excepté celles qui partagent un type de créature avec la créature qui les ont convoquées ce tour-ci. Et exiler également tous les artefacts et tous les enchantements. Ça peut faire un rasboard précis. C'est rigolo. Est-ce que ça va être pertinent? Je sais pas. Je sais pas si j'aurai assez de multicolores pour que ce soit vraiment intéressant. De toute façon, voilà. 3 jetons plus 3-3. Ça me fait des trucs marrons. Pourquoi pas. Flight of Echonaut. Vol 4-5 pour 8. Même avec la convocation, c'est trop cher. Vol Vigilance. Quand il attaque, le prochain sort que vous lancez ce tour-ci à la convoque. Erf. Par à 5-5 pour 6, Vol Vigilance, en vrai, c'est rentable. Gazer Courage. La créature ciblée gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour pour 1 et en convoque. Oui. Gardien de Vitugazi. 4-7 Vigilance pour 8. Eh, c'est beaucoup. C'est beaucoup, hein, sideboard. Pas sûr. 3-2 pour 3 en convocation. Oui. Hours of Reckoning. Détruisez toutes les créatures non jetons. On génère plein de jetons, donc c'est fun. Lui, il est indestructible 16-16 pour 10. Oui. C'est beaucoup trop rentable, ça. La seule raison pour laquelle c'est pas cher, c'est parce que les gens ne jouent pas convoque. Enfin, la convocation. Mascotte interdisciplinaire. Un élément fractal 5-5 pour 7. Parade 3. Ah, ça relève le niveau. Quand il entre sur le champ de bataille, regardez les 4 premières cartes de votre bibliothèque, mettez l'une d'entre elles dans votre main et le reste en dessous, sans limite de ce que c'est la carte. C'est marrant. 16-16, oui. Indestructible, tu fous défense talismanique, ouais. Il n'y a qu'une seule chose qui pourra passer, c'est si tu mets un... Si elle a la défense talismanique, c'est soit un adieu parce que ça exile, soit si tu m'obliges à la sacrifier. Alors ça donne la convocation au sort non créature. En vrai, ça pourrait me débloquer un aspect que j'ai pas sur le truc, qui est qu'il n'y a que les créatures qui ont la convocation naturellement. Enfin, si, il y a des sorts qui ont la convocation en vrai, donc je sais pas. On verra. Si le primarque qu'a vu a été kické... Enfin, tu le sais, je me rappelle pas. C'est pas une grosse bête à cause de... remarque, si, attends. Au début de votre phase de fin, dégagez jusqu'à 4 créatures ciblées, donc si, en fait, c'est drôle. Lui, s'il a été kické, il entre sur le champ de bataille 4 marqueurs +1/+1 sur lui. Alors par contre, le kicker, je sais pas si tu peux le jouer avec le payer avec la convocation. Ça, je suis pas sûr. Donc, faut voir. Et c'est nonetheless une 3-3 pour 4 déjà. Ah mais du coup, au maximum, c'est une 7-7 pour 8. Ouais, c'est pas... Au maximum, ça reste pas rentable, quoi. Une 2-4 pour 4, c'est oui. Night Errant, oula, il y a beaucoup de choses écrites là-dessus. T'as vu le nombre de cartes, ça devait bien arriver. Ouais, tu m'étonnes. Quand il est en champ de bataille, regardez les 6 premières cartes de bibliothèque, vous pouvez révéler jusqu'à 2 cartes de créatures avec une valeur de mana de X ou moins parmi elles, X étant le nombre de créatures qui ont convoqué le Night Errant. Mettez les cartes révélées dans votre main et puis mélangez. Ça veut dire qu'on peut mettre jusqu'à... On peut mettre jusqu'à 2 créatures qui ont une force ou une force... Enfin, une valeur de mana inférieure ou égale à 5. En vrai, ça fait du bon tuto. Et ça reste une 4-4. Je trouve que c'est sympa.
Living Totem. Quand il entre sur bataille, vous pouvez mettre un marqueur +1/+1 sur une autre créature ciblée. C'est une 2-3 pour 4. Ça peut faire des trucs. Le Loxodon, quand il entre sur champ de bataille, tu gagnes 4 points de vie. 3-4 pour 6. 3-4 pour 6 avec 4 PV. C'est un peu léger. Hein. La marge des multitudes. Convocation, créer X soldats. Jetons avec le lien de vie. Oui, complètement. C'est ça, tu peux vraiment engager la totalité de ton board et créer autant de jetons que ça, presque. Enfin, moins 3. C'est hyper fort. Quand la lame des martyrs entre sur le champ de bataille, si vous ne contrôlez aucun terrain engagé, mettez 2 marqueurs dessus. Ah oui, donc si tu l'as payé entièrement en convocation. Oh. Du coup, ça peut être une 5-4 pour 3. Enfin, 5-4 pour 3 créatures engagées. C'est fun. Méditation puzzle. Vous gagnez 8 points de vie pour 5. Ça me fait engager des trucs en termes de trigger. Il y a théoriquement des trucs à faire, ça peut aider. Piocher 2 cartes. En vrai, ça peut... ça peut m'aider. Ça peut m'aider. Du cherche-terrain. Ça, par contre, c'est très pratique. Ça, c'est... Ah, mais ça, faut faire un type choisi, parce que sinon, c'est chiant. Du coup, bof. La créature que vous contrôlez gagne +3/+3 jusqu'à la fin du tour. Alors, le problème de ça, c'est que c'est un bonus jusqu'à la fin du tour, et tu engages les créatures pour le payer, ce qui fait que... tu peux pas trop l'utiliser, en fait. C'est un peu le problème. Ça, en fait, le seul cas de figure où c'est pertinent, c'est si tu l'utilises en défense pour éviter de crever. Pour éviter que tes créatures crèvent. Parce que t'as un truc qui met 6 à toute la table qui est rentré en jeu, par exemple. Et encore, c'est que +3/+3, quoi. Donc bon. Créature ciblée gagne +3/+3 jusqu'à la fin du tour. Ça peut aider, ça, par contre. En plus, c'est en rituel, donc je suis en train de me dire, une bêtise, tu peux même pas t'en sauver avec. Pause pour la réflexion. Prévenez tous les dommages de combat qui devraient être infligés sur 6. C'est un fog en convoque, j'adore. Le premier sort historique à la convocation, c'est léger. Quand la référée squad entre sur le champ de bataille, engagez la créature ciblée qu'un opposant contrôle et stunnez-la. Et c'est une 2/2 vigilance pour 3. Pourquoi pas. Retourne dans le rang. Renvoyez X cartes de créature avec un coût converti de mana de 2 ou moins depuis votre cimetière sur le champ de bataille. Donc tu peux faire un retour massif. C'est fun. Enfin, ça va dépendre de si on a assez. Rootkin Ally. Engagez 2 créatures dégagées que vous contrôlez, il gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Alors tu peux le faire plein de fois, mais de base c'est une 3/3 pour 6 quoi. Enfin. Roseman Centaure, 4/4 vigilance pour 5. Pourquoi pas. 3 Saprobionte pour 5. Ouais non c'est pas bon. Séraph des masses a une force et une endurance égale au nombre de créatures que vous contrôlez. Ça du coup c'est parti dans ce que le but c'est qu'on va essayer d'avoir plein de créatures. Wyrm de siège, 5-5 piétinement pour 7. Ça peut être un peu cher ça. Sprouting Renewal, on crée un token elf ou on détruit un artefact ou un enchantement pour 3, c'est pas mal. Sprout Swarm, avec le buyback. Ah ouais mais ça c'est hyper marrant. Parce que ça, au final, tu ne payes que le buyback, vu que la convocation, tu la payes avec ça, et tu as un Saprobionte qui te sert à payer potentiellement, partiellement la suivante, enfin la partie suivante. C'est fun. Thundering Vitae, convocation, tu de la gestion, c'est fun. Ça, c'est de la gestion pas folle et chère. Ça, c'est une 3-4 vol pour 6, ce qui est une infamie. Ça, c'est pioche X en convocation. Ouais, mais faut payer cher. Faut engager tonnes de trucs autour. 3 esprits 1-1 pour 6 avec le vol. En vrai, ça peut être worse. En termes de génération de monde pour pouvoir continuer de faire de la convocation, c'est très worse. Le vénérable Loxodon entre sur champ de bataille. Mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature qu'il a convoquée. Trop fun. T'as 5 créatures qui gagnent des marqueurs +1/+1, c'est trop marrant. La baguette de l'âme monde. Oui, de l'âme monde.
Pour 3, lance sur bataille engagée, engagé pour générer un mana blanc. Prochain sort que vous lancez ce tour-ci à la convocation. Oui, c'est pratique. Engagé jusqu'à 2 créatures ciblées, mettez un marqueur stun sur chacune d'entre elles, puis mettez un marqueur stun sur chacune d'entre elles. Donc tu mets 2 marqueurs stun sur chacune d'entre elles. Ok, bof. Ça bof. World Soul Colossus, convocation, il entre sur la bataille avec X marqueur +1/+1, donc faut payer un Q pour le jouer. C'est non. Zephyr Singer, vol vigilance, 3-4 pour 4, donc déjà c'est très cool. Quand il lance sur en bataille, mettez un marqueur vol sur chaque créature qu'il a convoquée. Oh, c'est drôle. C'est très drôle ça. Donc 43. Clairement, sachant que j'ai pas encore mis les trucs qui s'engagent, on part sur un deck commander. Hein. Je vous le dis, ça y ressemble quand même très fort. Ensuite... Tac. Créatures qui, en devenant engagées, font des trucs. Donc, on a ça qu'on a dit oui, ça qu'on a dit oui. Lui, alors, en vrai, lui, oui, parce que, même si c'est marqueur huile, on s'en fout qu'il y en ait beaucoup trop, il a l'intérêt de générer du mana en s'engageant. Oh, remarque, non, du coup, en vrai, c'est moins pertinent vu qu'on fait de la convocation partout. Ouais, non, on s'en fout. En vrai, on s'en fout. Lui, c'est quand un mec en face s'engage, donc c'est pas ce qu'on cherche. Lui, quand il engage, je vire des trucs au-dessus de la bibliothèque de l'adversaire, c'est drôle. Lui, je peux gagner des points de vie avec les ondins que j'ai qui s'engagent, y compris lui. Lui, quand il dit engagé, exilé jusqu'à un permanent non terrain ciblé, enfin non terrain, non jeton ciblé, pas forcément le mien. Envoyer cette carte sur champ de bataille sous contrôle de son propriétaire au début de la prochaine étape de fin. Ah, donc je peux m'amuser à bump plein de trucs en fait, même les miens. Ça c'est marrant ça. Quand elle devient engagée, regard 1. On aime le regard. Rodar. Quand une créature qu'un opposant contrôle devient engagée. Ah oui, c'est opposant, c'est chiant. Quand il vient engagé, gagner un point de vie à regard 1. Ouais. Tant qu'une créature artefact non contrôlée est attaquante, prévenez tous les dommages qui devraient être infligés à Sanwell Avenger Ace. Ok, quand il devient engagé, exilez les 6 premières cartes de votre bibliothèque. Vous pouvez lancer un véhicule ou un artefact parmi eux. Puis, mettez le reste en dessous de bibliothèque dans un ordre aléatoire. Bah je joue pas véhicule ou artefact, donc dommage, mais non. Mais ça aurait pu être marrant. C'est un pilote assez fun. Lui, je peux soit jouer un terrain depuis ma main, soit jouer un terrain depuis mon cimetière. Engagé. Enfin, je le joue pas déguisement, je le mets. Donc ça me prend pas un slot de jeu de terrain. Ce qui est cool. Lui, quand il dit engagé, l'opposant ciblé gagne 2 points de vie et je peux payer 2 pour le régénérer. C'est non. Lui... Donc si je paye 2 et je l'engage, il perd cette capacité et devient une créature enchantement avec... Quand la créature enchantée devient engagée, le Stringing Lacid inflige 2 dommages au contrôleur de cette créature à la place d'une créature. Attachez le Stringing Lacid sur la créature ciblée, vous pouvez payer un bleu pour annuler cet effet. Ah ouais, d'accord. Oh là. Alors ça c'est pareil, c'est pour les trucs qui s'engagent en face, donc c'est pas ce qui nous intéresse, mais c'est fort. Sonny Brook, on aime. Ça, je peux payer 2 pour bumper un truc dans la main de son propriétaire, donc c'est fun. Ça, je vais pas le prendre parce que ça fait que la créature engagée, quand elle devient engagée, tu es obligé de piocher des fossés, donc de looter. Ça peut être problématique sur plein d'aspects. Vétéran of the Dead Decomtaped, on peut lui mettre un marqueur plus puissant, c'est drôle. Lui, quand il devient engagé, s'il est enchanté ou équipé, on crée un jeton de 1, c'est fun. Lui, quand il devient engagé, on met un marqueur plus 1 sur chaque créature qu'on contrôle avec une endurance inférieure au nombre de terrains base parmi les terrains qu'on contrôle. Donc, ça peut être pratique. Déjà, on est à 56. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, ensuite, dans les trucs qu'on a besoin. On a besoin de mettre de côté tout ce qui est mana, tout ce qui est génération de mana, évidemment. Hein. Toi, tu vas être le fer de lance de la partie rampe. Voilà. On va en profiter pour faire un nouveau card package. Mana Band.
London Rock. Private package. Oh, non. Pas private package. Par contre, folder option. Package. 4 cartes package. Hop. Alors, tac. On va chercher à savoir tout ce qui, dans le jeu papier, tout ce qui parmi les terrains ou les artefacts génère à la fois du bleu, du vert et du blanc. Alors ça c'est la conversion mana, c'est pas ce qu'on cherche. Mince. J'ai oublié un truc. On ajoute add pour générer du mana. Ça, non. Ça, non. Oui. Des Bant, merci. Voilà, on gagne du temps. Ça, je compte pas. Ça, oui. Ça, oui. Ça, non. Ça, oui. Voilà. Voilà, packagé avec 3 cartes, mais je l'améliorerai peut-être plus tard en remarque, je peux. Je l'améliorerai plus tard. Pour l'instant, ça nous fait une base. Mana Bant. Ah oui, c'est Bant Mana que j'aurais dû mettre. Voilà. D'ailleurs, je crois qu'il y a une touche en mode tout ajouté. Add to deck. 3 cartes ajoutées. Ah ouais, trop bien ça. Trop bien. Rampe. Et le reste a été ajouté au terrain. Parfait. Ensuite, il nous faut les générateurs de mana habituels, donc il nous en manque 8. C'est faux. J'en ai des bookmarks? Je n'ai pas des bookmarks. Mana Rock. Alors, Sol Ring, Arcane Signet. Donc, noir ou rouge, c'est non. Pour les couleurs qu'on a. Donc noir, rouge, rouge, noir, noir. Est-ce qu'on prend les signets? Non, je vais pas prendre les signets. Rouge, noir. Pof, rouge, rouge, noir, noir. Tac. Oui. Noir. Hop. Ça c'est diamant. Lui, oui. J'ai pas mis déjà un... Non, j'ai pas mis... Non, c'est Lazorius que j'ai mis comme talisman. Et donc il me manque le talisman Célestin. Voilà. Ouais, du coup j'en ai pas ajouté beaucoup, ouais. Et j'ai ajouté les basiques aussi. Donc j'en suis à combien là? 8, je peux en ajouter 2. Je peux en ajouter 2. Bah, je vais même en ajouter 3. Parce qu'à mon avis, pour l'instant... Ouais. La Wyrm. La Wyrm qui est genre au fond du truc. C'est vrai, j'ai une courbe de mana qui a 4,30 là. Donc on va mettre beaucoup plus que 10 rampes. Vraiment. Mettre beaucoup plus que 10 rampes. Du coup, on va mettre beaucoup plus de trucs. On va mettre aussi... alors, pas les signets. Mais... Oh, remarque, je peux... Je sais pas si je mets... Je sais pas si je mets... Je sais pas si je mets... Bon, allez, si, on va mettre les signets, tant pis. Je suis pas fan des signets, mais c'est pas grave. Raté, c'est pas ça que je voulais cliquer. Et donc il me manque le Azorius qui est là.
J'en suis pas fan, mais là, on va pas avoir des masses de choix. 11, et en vrai, il nous faudrait peut-être un peu plus que ça, mais déjà, on va voir avec ça ce qu'on peut tirer. Potentiellement, je mettrai aussi plus de terrain. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, si. On a... En fait, le problème, c'est que dans toutes ces cartes, on n'en a aucune qui est Bant. On en a deux qui sont Célestia, et qui sont légendaires en plus. Mais on n'en a pas qui soient Bant. Ça, c'est un problème. Après, le bleu représente quelle couleur, quelle quantité de couleurs dans notre truc? C'est ça la question aussi. Color. Color paille, 11 cartes. Après, c'est pas la partie la plus smart du troupeau en vrai. Hein. On pourrait s'en passer. Ça m'enlèverait lui qui est pas fou. Lui est cool. Enfin, lui est pas mal. Mais en vrai, on peut se débarrasser du bleu et passer en Célestia. Ça simplifierait. On va faire ça. Ça va nous simplifier la chose. Du coup, on a des choses à modifier. Catégorie. Ça, oui. Ça, oui. Ça, du coup, non. Ça, du coup, non. Ça, du coup, non. Ça, du coup, non, parce qu'on n'est plus en bande. Ça, du coup, non. Ça, non. Et ça, non. Parce qu'on est en Célestia, et du coup, ça vire aussi. Oui. Ok, on a que des trucs qui n'ont pas... Ok, tout va bien. Du coup, Emera sera commandante, parce que c'est la moins chère du tas, la plus efficace sur ça. Voilà. Ensuite, on va regarder les enchantements qui disent quand un truc devient engagé. Parce qu'il y en a. Ça, c'est pour les adversaires. Là aussi. Enfin, c'est pour emmerder les adversaires plus que pour m'aider moi. Ah. Voilà. Quest for Renewal, typiquement, c'est pile ce qu'il nous faut. Chaque fois qu'une créature que je contrôle devient engagée, je peux mettre un marqueur quête sur la quête du renouveau. Et tant qu'il y a au moins 4 marqueurs quête sur la quête du renouveau, je dégage toutes les créatures que je contrôle au début de chaque phase de dégagement. Donc celle de mes adversaires aussi. Du coup, ça me permet d'user et d'abuser de ma convocation. Ça, c'est les adversaires. Ça, c'est les adversaires. Ça, c'est plus emmerdant. Soit c'est emmerdant pour moi, soit c'est pour faire chier les adversaires. Et 2 marqueurs quête, ça fait une... Voilà. Oui, tu peux sortir, Vampire. Là, je pense que tu sais déjà où est la porte depuis le temps. Ça, c'est pour emmerder l'adversaire. 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 Bon. Pas grand-chose. Les artefacts. Et on ira les Planeswalkers aussi après, parce que de rien, il y a peut-être des trucs. Bof. Non. J'ai déjà mis. Non.
Lui, on l'a déjà mis, je sais pas pourquoi je bug dessus. Lui, on l'a déjà vu et on a dit non. Lui, on l'a déjà vu, on a dit non. Bon. Je doute que, mais... Ah. Ah oui, il a juste un ulti qui dit qu'à chaque fois qu'un artefact qu'on contrôle devient engagé, on pioche une carte. Ouais, ouf. Vite fait quand même, hein. Du coup, si, un truc qu'il fallait qu'on regarde. Je viens d'y repenser là comme ça. On a 5 multicolores. Dans les multicolores, on en a 1, 2, 3 avec la convoque. 3 sur 5 avec la convoque déjà naturellement. Donc Fallaji Wayfarer, en vrai, ça dégage. Moi, je suis perdu dans la construction du deck. Hein. Pas de soucis, ma chère Skyla. N'hésite pas à poser un maximum de questions. Et si c'est la construction, de comment se passe la construction du deck en elle-même, je peux t'expliquer depuis la base. Il n'y a aucun souci. Sûrement parce que je suis pas une joueuse Magic. Pas de soucis, Skyla. Le stream est aussi très ouvert aux débutants sans aucun souci. N'hésite pas à poser des questions et si tu veux, je peux t'expliquer le système depuis le début. Pour que tu aies une possibilité de suivre un peu ce qui se passe. Attends juste ta réponse pour pouvoir décider en fonction. Ce que j'ai à faire. Parce qu'on a combien? On a 49 cartes. Oh, on peut les intégrer. Hein. À la place. Allez. Zou. Ça de toute façon ça va. S'il y a lui, on sait pas. Lui, on sait pas. Le reste, ça va en vrai. Ça peut se faire. Oui. Paf. Donc CMC. Donc il me faut un CMC strictement inférieur à 3. Je vais pas avoir grand chose qui va remonter. Hein. Donc non, on va dire. Disons que ma seule bague, c'est mon ex-copain qui m'a fait un deck lors d'un tour de draft pour la sortie d'une extension parce qu'il manquait un joueur. Ah oui, d'accord. Donc du coup, t'as vraiment aucune base. Ok, pas de souci. Donc, le principe. Hop là. Tac. Je t'écoute mais comprends pas tout. Pas de soucis Skyla, il n'y a aucun problème, faut pas hésiter à poser des questions. Donc, principe pour création de deck. On va en profiter pour faire un petit 101, un petit rappel de comment on crée un deck de base. Premièrement, le deck va forcément avoir une ligne de conduite, un but, une espèce de fil rouge, comme une histoire, qui va le mener du début de la partie à la fin de la partie, si possible à la victoire. Pas toujours le cas, mais voilà. Ce fil rouge, il y en a deux types. Je fais mes jumelles en même temps, mes questions disparaissent vite. Pas de soucis. Étape 1, créer un deck. Alors, n'écoute pas Vampire. le but, c'est de... Étape 21, le proposer. Étape 3, point d'interrogation. Étape 4, profit. Se faire engueuler parce qu'il n'y a pas de menu. Oui, alors ouais, ça on y reviendra. Non, pour vrai. En fait, non, c'est que Vampire part en full même. Faut pas lui en vouloir. Normalement, c'est étape 4, point d'interrogation, étape 5, profit, ou un truc comme ça. Sauf s'il a prévu d'autres étapes troll entre-temps. Mais en gros, du coup. Donc là, globalement, le fil rouge, il y en a deux types. Soit celui qui sert à gagner. Donc le principe, c'est que ce fil rouge, une fois qu'on l'a résolu, on gagne. C'est littéralement, je fais 3 pas et je suis arrivé. C'est le principe. Soit le fil rouge décrit comment se comporte le deck. C'est-à-dire, est-ce que c'est un deck avec plein de créatures aériennes? Est-ce que c'est un deck avec plein de créatures qui viennent des marais? Ce genre de choses. Avant la phase profit, il y a la phase changer la moitié des cartes. Enfin pour moi. Oui, Vampire. C'est parce que tu fais n'importe quoi, parce que tu mets pas de palim. Voilà. Donc, une fois que tu as ce fil rouge, donc qui est la thématique, le fonctionnement plus ou moins de ton deck, il faut ensuite choisir les cartes qui vont rentrer dedans. Et ça, il y a plein de manières de le faire. La première d'entre elles étant d'identifier exactement comment Magic travaille avec ce fil rouge. Pour prendre un exemple, alors qu'est-ce que j'ai comme exemple très très basique? Si, le deck esprit. Mon deck esprit, c'est vraiment un exemple de tout ce qui est le plus basique de ça. Esprit angélique. Parfait.
J'allais dire le deck esprit. Eh voilà. Hein. Mais c'est peut-être pas celui auquel tu penses, Vampire. Donc en gros, le deck esprit, très très simple, j'ai fait bon. Le tribal, c'est toujours une base facile. Vrai. J'ai fait bon. Qu'est-ce qui est un esprit dans Magic? Alors, oui, j'ai mis O au lieu de T. Alors celle-là, on me l'a jamais faite. D'accord. Si tu veux jouer à l'emmerdeur, il n'y a pas de souci. Ah oui, mais c'est parce que je le mets en français. Qu'est-ce qui est un esprit? Bam! Là, il me bombarde avec plein d'esprits. Et ensuite, je commence à regarder. Qu'est-ce qui est marrant à jouer? Qu'est-ce qui est un peu chiant à jouer? Qu'est-ce qui va fonctionner ensemble? Typiquement, si ma ligne rouge, c'est « je joue des esprits », dans ce cas-là, je vais chercher des esprits qui parlent d'esprits. Par exemple, le Battleground Geist qui dit « mes autres esprits tapent plus fort ». C'est fun. Après, ça coûte cher en mana. Mais on peut avoir d'autres trucs. On peut avoir, lorsque vous jouez un esprit, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature. Un marqueur +1/+1, c'est un petit marqueur qu'on met, et la créature a +1 de force et +1 d'endurance, et donc ça la rend plus forte. Et donc à chaque fois que je joue un esprit, je peux mettre un marqueur +1 ou +1/+1 où je veux. Donc il y a plein de trucs rigolos à faire avec ça. Par exemple, le Clarion Spirit qui dit, chaque fois que je lance mon deuxième sort chaque tour, je crée un jeton esprit. Un jeton, est-ce que j'en ai un là, un jeton? Pour montrer un peu. Ce serait marrant. Non, ça c'est les cartes en allemand. Ouais, j'ai des cartes en allemand. Des fois, c'est mieux de pas savoir. Ça c'est terrain. J'ai pas de jeton esprit. J'ai pas de jeton qui traîne. C'est rare ça. Ça m'arrive souvent d'avoir un jeton. On va prendre dans un deck. Le deck esprit. Est-ce que j'ai pas géré les jetons? Non, j'ai pas géré les jetons, tout va bien. Voilà. Créer un jeton comme ça. Un petit jeton avec le vol. 1-1, normalement, c'est ça. Et ça fait une créature en plus sur le terrain. C'est marrant. Donc, j'ai aussi un esprit qui veut faire plus d'esprit. Voilà. Et en fait, le but, ça va être de voir comment faire pour que mes esprits réussissent à casser la gueule du mec d'en face. En l'occurrence, les esprits, la plupart du temps, ont le vol. Et le vol, le principe, c'est que lorsque j'attaque avec mes créatures qui volent, si en face, t'as pas des trucs qui ont le vol ou qui peuvent taper à distance, bah je passe et je te casse la gueule. Et tu peux rien y faire. Et c'est vrai pour plein de types de decks. Chaque fois, on va chercher le thème principal et on va s'articuler autour. Et donc typiquement ici, le thème c'est la convocation. La convocation qui est une capacité de Magic qui dit « Je peux engager les créatures que j'ai déjà pour payer les créatures que j'ai pas encore. » C'est assez rigolo. Ça peut être un peu concept là dit comme ça sans avoir des cartes sous les mains. Mais voilà, c'est le principe de fonctionnement. Et du coup, je vais chercher donc des cartes qui ont cette capacité convocation, puisque c'est quand même le but du deck. Je vais chercher des cartes qui font des choses quand elles sont engagées, par exemple Emara. Emara, elle nous dit, quand Emara devient engagée, je crée un jeton soldat. Pourquoi c'est marrant? Bah parce qu'en fait, déjà, ça veut dire que quand elle est engagée, du coup, je gagne quelque chose au fait qu'elle soit engagée, en plus de générer du mana pour faire de la convocation. Même si ça génère pas tout à fait du mana, mais ça c'est de la précision de règle à la con. Et en plus, je crée un jeton. Et le jeton, ce qui est génial, c'est que le jeton, c'est une créature, donc je peux aussi l'engager pour de la convocation ailleurs. Donc potentiellement, c'est un deck où plus je joue, plus je joue. Je peux dérouler comme ça. C'est rigolo. Ça peut être une façon de le faire. Après, il y a plein de choses, il y a plein de façons de faire plein de choses. Et donc là, je cherche des trucs qui me permettent d'engager les choses pour pouvoir faire de la convocation, et aussi des cartes qui, on va appeler ça surveiller, qui surveillent les engagements. Par exemple, la quête pour le renouveau. La quête pour le renouveau, elle dit, lorsqu'une créature que je contrôle est engagée, enfin devient engagée, quelle que soit la raison, pourquoi ou autre machin, soit parce que j'attaque, que je génère du mana, que je fais des trucs, dès qu'une créature que je contrôle devient engagée, donc je mets un marqueur quête,
il y a des tas de marqueurs pour des tas de choses. Ça, c'est un marqueur de type quête que je mets sur cette carte-là. Je les accumule. Quand j'en ai 4 ou plus, enfin tant que j'en ai 4 ou plus, au début de chaque tour, je dégage mes créatures. Pourquoi c'est marrant? Bah, si t'as bien suivi, comme j'engage mes créatures pour payer, si je les dégage à chaque fois, ça me permet de jouer beaucoup. Genre beaucoup plus. Pas confondre avec la capacité surveillée. Oui, non, mais fous pas la merde aussi, vampire, tu nous aides pas. Hein. Oui, c'est vrai que... Alors après, effectivement, malheureusement, Magic, ce qui n'aide pas beaucoup à s'y mettre, c'est que il y a un milliard de mots-clés dans tous les sens, et donc souvent, ça fait peur aux gens, parce que parfois, les gens découvrent ça de la mauvaise manière. J'espère d'ailleurs, Skyla, que... j'espère que tu n'as pas été dégoûté de Magic par la mauvaise expérience que tu as pu avoir avec avec ton ex, parce que voilà. Le TCG Pokémon est tellement plus simple. Alors oui, de mémoire ça avait été son cas pour elle. Alors oui, le TCG Pokémon est plus simple, mais le TCG Pokémon est moins complexe. Alors, ça va faire un peu le mec qui se souffle dans les biscottos pour avoir l'air plus gros, mais c'est une réalité de terrain et de pourquoi le Pokémon existe. Pokémon à la base a été inventé pour des gamins. Faut se rappeler ça. Faut se rappeler que Pokémon, le jeu de cartes, a été inventé pour des gamins qui suivaient les dessins animés, qui adoraient ça. Alors, il s'avère que y a pas que des gamins qui jouent, ça c'est un autre problème. Mais à la base, c'est un jeu pour les gamins, donc forcément, c'est beaucoup moins complexe. Magic, ça a été créé pour des gars qui voulaient se prendre la tête. Donc forcément, c'est plus complexe. Un peu oui, il m'a dégoûté parce que pas vraiment expliqué non plus, mais bon, avec l'extension du ça va peut-être changer. Ah, avec grand plaisir. Avec très très grand plaisir, Skyla. J'ai l'impression que tous les TCG ont été créés en se disant comme point de départ, on va faire plus simple que Magic. Un peu. Un peu. C'est un peu ça. Parce que le problème, c'est que faire plus compliqué que Magic, c'est excessivement dur. Genre, j'ai un peu de mal à voir comment tu peux faire plus compliqué que Magic sans juste rendre ça impossible à jouer. Donc je pense qu'effectivement, tout le monde s'est dit, on va faire plus simple parce que ça a l'air chiant. C'est le ressenti que j'ai avec des trucs comme Hearthstone, par exemple, sur la gestion de mana, etc. Oui. Mais oui. Mais en fait, c'est entre guillemets, un peu ma grande bataille, en tant que grand fan de Magic. C'est que j'essaie de faire découvrir et de mettre au plus grand nombre un hobby qui a été designé pour être complexe, et donc pas forcément simple d'accès. On veut des parties plus courtes que Magic. Je peux t'assurer, Vampire, et je pense que, en vrai je dis ça mais tu le sais déjà, qu'il y a certaines parties de Magic qui sont terriblement courtes et on se fait chier. Et ça fait vraiment chier qu'elles soient courtes, on préférerait qu'elles durent des heures. Parce que quand ça dure des heures, ben au moins on s'amuse. Parce qu'en fait, c'est ça le pire, c'est que les gens veulent des parties plus courtes que Magic, mais à côté de ça, il y a un énorme cliché qui est, on veut pas jouer à Magic parce qu'on tombe sur des gens qui fait, bah je joue 3 cartes et tu perds. Oui, mais on vient de commencer, c'est pas grave, t'as déjà perdu. Le TCG de Pokémon, en général, 20 minutes la partie, en TK, c'est le max en tournoi. J'ai retesté un peu Yu-Gi-Oh, c'est un putain d'enfer la partie bouclée dès le T1. Voilà. Et bien tu vois, Vampire, tu as exactement le même cliché sur Yu-Gi-Oh que beaucoup de monde a sur Magic. Que soit ça dure des heures, soit ça se boucle en 2 tours. Du coup, c'est hyper dur de faire découvrir ça à des gens parce que les gens n'essayent pas et donc ne se rendent pas compte qu'il y a beaucoup plus que ça derrière. Ce qui est un peu dommage. Et Skyla, par rapport aux 20 minutes de partie, ça c'est une partie qui se passe bien de Pokémon, qui dure 20 minutes. Parce que j'ai déjà fait une partie de Pokémon qui a duré 35 minutes. Parce qu'on se battait très fort. Après, 35 minutes, on avait vraiment épuisé toutes nos ressources, on avait tiré le truc jusqu'au bout, effectivement. Après, c'est pareil. C'est aussi par rapport à son format, qui fait que Pokémon, tu es plus ou moins obligé à un moment que ça se termine. Parce qu'il y a trop de façons de perdre ou de gagner. 20 minutes, c'est le max en tournoi. Oui, bah oui, en tournoi. Après, les mecs se mettent des michtres de tarés en tournoi. J'ai envie de te dire qu'en tournoi, on peut regarder ça avec les Worlds, hein, avec la partie de Jean-Emmanuel. J'aurais montré 2 fois en stream, cette partie. 3 façons en vrai pour gagner. Oui, mais il y a plein de façons de perdre, en plus des façons de gagner. Du coup, techniquement, il y en a un peu plus que 3.
Et en plus, ces 3 façons sont tellement bien réparties sur le terrain que tu en attends toujours une très rapidement. Voilà. Là, tu vois, la vidéo de la game de Jean-Emmanuel Desprats contre Kazuneko Osaka, qui est la finale des Worlds. C'est vraiment la compétition mondiale. La vidéo dure 50 minutes. Je peux t'assurer que chacune des games dure rien du tout. C'est en 3 manches gagnantes? Oui, c'est en 3 manches gagnantes. Et Jean-Emmanuel va mettre un 3-0 à Kazune. Faut le dire. Hein. Alors, la première partie commence à 2 minutes et dure jusqu'à 27. Donc, elle dure 25 minutes. Première partie, 25 minutes et ils ont fait un peu durer. La deuxième partie commence à... il faut voir que derrière, en... Alors, est-ce qu'on peut voir le début de la partie? Parce que ça parle énormément. Voilà. La deuxième partie... Ah oui, non, c'est Game 3. Ah, j'ai loupé un passage de 2 games, excuse-moi. Voilà. La première game se boucle en 14 minutes. Un deck Pokémon? Ça pourrait être marrant à faire. La première game se fait boucler en 14 minutes. La seconde game, j'avoue que je le découvre en même temps que vous, hein, les durées des games, parce que je n'avais pas surveillé ça quand j'avais regardé la vidéo. La deuxième game commence à 23 minutes et se fait boucler littéralement en 5 minutes. Tu me le diras, je pourrais t'aider à tester, pas de soucis Skyla. La deuxième game est littéralement bouclée en 5 minutes chrono, 5 vraies minutes. C'est-à-dire que ça commence à 23, ça termine à 28. Le mec lui a littéralement mis un 5 minutes chrono dans la gueule. Et là, on en est à 2 games gagnés pour Emmanuel. Donc il lui a mis un 2-0 dans la gueule. Alors d'ailleurs, non, Vampire, je dis des bêtises, c'est pas en 3 manches gagnantes, c'est en 3 manches gagnées. C'est-à-dire qu'il joue jusqu'à ce que quelqu'un ait gagné 3 manches. Donc ça peut durer potentiellement 5 manches. Le mode des vidéos YouTube, un joueur de Magic teste X jeux de cartes. Oui. Et la dernière game commence à 36 minutes 46, oui on va dire 36-30 globalement. Et se termine à 46. Donc elle dure 10 minutes. 25 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Les games de tournoi. Et là on est sur le plus haut niveau de tournoi. Alors après c'est du 60 cartes. Le 60 cartes ça dure c'est très court, ça va très vite. Surtout en tournoi où il s'explose particulièrement rapidement. Il y a des formats qui sont beaucoup plus longs. Typiquement le Commander, comme tu as 100 cartes, quasiment toutes en exemplaire unique dans le deck, ça peut être plus long. Genre, salement. Mais après, personne ne t'oblige à jouer en 100 cartes, tu peux jouer en 60. D'ailleurs, faudra que je regarde si j'ai toujours l'appli Pokémon en ligne. Parce que je sais qu'il y a un jeu de cartes Pokémon en ligne que j'avais utilisé un peu pendant un temps. Faudra que je regarde s'il est toujours en ligne et si j'ai toujours mon compte dessus. On pourra regarder ça après le deck si vous voulez pour rigoler. Ça pourrait être marrant. Voilà. Et donc du coup, pour en revenir au deck, donc là le but, c'est, maintenant que j'ai réuni globalement toutes les créatures et les enchantements et artefacts, enfin tous les types de cartes qui vont pouvoir faire fonctionner mon deck, enfin qui vont être le cœur de fonctionnement de mon deck. Maintenant, il faut que je résolve plus que 2 problèmes. Le TCG POC a changé, il faudra que tu transfères ton compte sur la nouvelle appli normalement. Ça, je l'ai fait. Ça, je m'en souviens du transfert. Le transfert, je m'en souviens, je l'ai fait. Je me souviens que j'avais transféré et après, j'avais pas retouché au truc. Mais je sais que j'ai fait le transfert. Je sais que l'appli a changé. Il y a un moment de ça. Mais on regardera ça après si tu veux. Ça va être marrant. Ça fait un moment que j'ai pas mis les doigts dedans. Donc là, il me manque 2 choses. Comment jouer mon deck. Enfin, les 2 choses, c'est comment jouer mon deck à la fois avec des terrains et à la fois avec des artefacts. Les terrains de Magic, pour le coup, Skyla, c'est très simple. C'est l'équivalent quasi exact
Non, même c'est l'équivalent exact des énergies Pokémon. Les terrains sont les énergies Pokémon, stricto sensu. C'est exactement la même chose. À ceci près que à Magic, il y a beaucoup plus d'énergie spéciale. Tu sais, les énergies qui font un peu plus que juste faire de l'énergie. Bah, à Magic, c'est des terrains non base, et on en a beaucoup plus. On a même été obligé de mettre un type de terrain au terrain basique, qui font juste du mana, tellement ils sont différents. Et on génère aussi du mana via, parfois, des artefacts. Donc ici, ce sont des objets. Alors c'est l'équivalent... Qu'est-ce que je pourrais avoir comme équivalent Pokémon? Les objets de dresseur. Imagine les objets de dresseur, sauf que quand tu les joues, ils restent sur le terrain, et tu peux les utiliser pour faire des trucs avec. En plus de ton Pokémon qui est au centre. Ils restent dans un coin du terrain et tu peux faire des trucs avec. C'est globalement le même principe. Les enchantements, il faut voir ça comme les terrains de Pokémon. Le terrain qui est en général au milieu à gauche, là, qui touche tout le monde, souvent. C'est le même principe. Et donc du coup, ces artefacts, qui sont globalement des objets de dresseur, mais qui restent sur le terrain, qui ne partent pas, ça va être des cartes qui peuvent faire des tas de choses, et ici, en l'occurrence, ça va être des cartes qui vont me servir à générer plus d'énergie. Donc là, j'ai de la génération d'énergie blanche, là, de la génération d'énergie bicolore, moyennant le fait que je perde un point de vie. Sinon, je génère juste de l'énergie neutre. Là, je génère 2 énergies neutres. Là, je génère 2 énergies moyennant le fait de payer une énergie neutre. Ce qui n'est pas super efficace, mais bon. Ça, c'est une question de point de vue. Il y en a qui trouvent ça incroyable, d'autres qui trouvent ça pas efficace. Chacun voit midi à sa porte. Et donc, le principe, c'est que ce genre de cartes, on appelle ça des cartes de rampe. Parce que c'est des cartes qui te font ramper plus vite vers ton jeu, vers le seuil critique à partir duquel tu avances vite, enfin tu joues tranquillement. Et en général, le ramp, on essaie d'en avoir une dizaine, pour être efficace. Tac. Alors du coup, le ramp, du coup je vais aller chercher les diamants, en vrai, parce que le fait qu'ils arrivent à engager n'est pas un réel problème dans ce deck, vu la gestion de l'engagement. Où est-ce qu'il est le diamant du ciel? Non, c'est pas le diamant du ciel, c'est le marbre. Voilà, il est là. Bon, qu'il n'y a pas les yeux en face des trous. Normalement, je suis à 8. Ouais, c'est à 6 et de 8. Donc, il me faut d'autres mana rock. Hop là. On va se mettre des Clustone. Pas la Kirune, en vrai. La Kirune, on s'en fout. La Kirune, si ça devient une créature, potentiellement, ça fait de la convocation. Ouais, mais 2 mana pour une créature, c'est pas rentable. En termes de convocation. Ce n'est pas rentable. Tiger Eye Cameo. Le Wildfield Border Post. Voilà. Select All. Ramp. Et en l'occurrence, j'en mets 11 parce que j'ai un deck qui va être un petit peu cher. Ça, c'est la courbe de mana. La courbe de mana, c'est le prix de chacune de mes cartes. C'est-à-dire que j'ai un total de 2 cartes qui coûtent 1 mana, enfin une énergie. J'ai 12 cartes qui coûtent 2 d'énergie, 16 cartes qui coûtent 3 d'énergie, 8 cartes qui coûtent 4 d'énergie, etc., etc. Et en général, un deck relativement bien équilibré, ça fait une belle courbe. Je crois que j'ai encore l'image de la mana curve. Voilà, là. Juste là. Ça fait normalement une belle cloche. Alors tu peux le voir avec la taille des paquets de cartes si tu vois pas la petite courbe au-dessus. Et le principe, c'est d'avoir un peu de 1 pour pouvoir commencer ta partie. Beaucoup de 2, parce que c'est vraiment le cœur de ton deck. Moyennement de 3, parce que c'est aussi un peu le cœur de ton deck, mais c'est quand même un peu cher en mana. Et tout le reste en pente descendante, parce que plus c'est cher, plus c'est fort, mais plus c'est cher, donc chiant à sortir, en théorie. Là, et donc on a souvent une valeur de mana moyenne,
donc la valeur ici, qui va tourner autour des 3, autour de 3 en général. Moi la valeur est quand même vachement plus haute, donc il me faut plus de générateurs de mana. Donc j'ai des trucs dans mon deck qui me permettent d'aller chercher des énergies dans ma pioche, mais j'ai aussi du coup mes rampes, et donc j'en mets 11 au lieu de 10, parce que je vais en avoir besoin de pas mal. Après j'en ai pas besoin non plus de... C'est sympa les paquets de cartes. Précise vampire. Tu sors un peu ça de nulle part. En bas de l'écran. Ah oui, ça. Oui, c'est une petite image que j'ai récupérée qui donne la mana curve. Ça me permet d'expliquer certaines petites choses et de démontrer de quoi je parle quand je parle de mana curve. Ça montre pas la mana curve du deck. Alors, paf, la mana curve du deck, elle est là. Sur Archidect. Dans les stats. Ça, c'est ce qu'on appelle une mana curve idéale. C'est un truc qui n'existe pas. Ça, c'est un truc qu'on essaye tous d'avoir et que personne ne réussit à avoir. Typiquement, l'esprit angélique, j'ai une mana curve un peu bordélique. Qu'est-ce que je pourrais avoir? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme exemple autre? Je vais prendre un deck au hasard. Hein. On a quoi? Tiens, la petite cour de Teguil, mon deck peuple fée. C'est quoi sa courbe? Va. C'est une courbe à peu près honnête. On est à 2,92, on n'est pas trop mal. Voilà. Voilà, et c'est ce genre de petite courbe qu'on essaie de surveiller, parce qu'elle permet de tenir beaucoup d'informations. Hop là, pour revenir là, ça on le verra plus tard. Donc voilà, donc je l'augmente un peu. Et si j'étais honnête avec moi-même, j'en mettrais peut-être même un 12e, mais en vrai je vais juste mettre plus de terrain pour pouvoir compenser, et puis c'est tout. Ensuite, naturellement, du coup, il faut que j'aille chercher les fameuses énergies, donc les fameux terrains, parce que il y a un moment, il me les faut, j'en ai besoin quand même. Hop là, land. Et alors là, depuis que Magic existe, on a imprimé tout un tas de merdier pour pouvoir faire de l'énergie dans plein de couleurs différentes, puisque, contrairement à Pokémon, faire un deck avec plusieurs couleurs d'énergie est très souvent une bonne idée. Alors, pourquoi? Parce que, un petit peu comme un Pokémon quelque part, les cartes vont avoir, selon leur couleur, des orientations de fonctionnement. Le rouge va être très agressif, mais très rapide. Le noir va être très agressif, mais peut-être un peu plus lent, mais il va taper un peu dans le flanc ou par derrière. Le bleu, ça va être plus du contrôle. Ça va être piocher des cartes, ça va être s'assurer que l'adversaire pioche trop ou pas assez. Ça va être empêcher l'adversaire d'attaquer, donc juste faire en sorte qu'il ne puisse pas attaquer. Ça va être par exemple toutes les cartes de Pokémon qui te disent bah échange la créature active avec une carte du banc. Ça c'est le genre de comportement des joueurs bleus, enfin des decks mono bleus. Les decks blancs, ça va plus être dans le fonctionnement ensemble, dans le fonctionnement entre guillemets familial. Typiquement, si tu dis que si tu as une carte qui te dit bah, ma créature active, elle gagne, plus 3 de dégâts sur tous ses sorts pour chaque créature que j'ai sur mon banc. Ça va être le genre de comportement du blanc. Et après, tu as le vert qui va, lui, consister à avoir des grosses créatures, ou des créatures qui, si elles ne sont pas grosses maintenant, le seront plus tard. Tout simplement. Alors, ça, c'est les gros clichés principaux. Après, Magic a 30 ans. Voilà. Donc, depuis le temps, ils ont fait des tas de choses. Donc, les clichés sont devenus un peu moins vrais, mais ils restent quand même assez présents et résonnent en arrière-plan dans plein de mécaniques. Et typiquement, la convocation est très représentative de Selesnya, donc du vert blanc, parce que le vert blanc, c'est la guilde de Selesnya, qui est une guilde dirigée par une dryade, et qui est une guilde tournée vers la nature. C'est vraiment les elfes clichés. Et du coup, forcément, il y a du jeton dans tous les sens. Poc, c'est mieux, une monocouleur, 2 max, je dirais, plus simple pour les énergies. C'est vrai. Mais, dès que tu veux essayer de faire un peu plus que 1 ou 2 trucs, dans Pokémon, tu peux pas. Tu vois, c'est ça le truc. C'est là où je dis que Pokémon est plus simple que Magic, et que Magic est beaucoup plus complexe, pas plus compliqué, juste plus complexe. C'est que dans Magic, si tu veux faire un peu plus de trucs différents, t'as juste à rajouter des couleurs.
Et après, effectivement, ça rend moins simple le rassemblement d'énergie pour faire tourner ton deck. Mais, écoute, hein, c'est pas toujours... les choses ne se passent pas toujours comme on entend. Alors... Est-ce que je mets les terrains tapés? En vrai, on peut se permettre la perte de temps. C'est ça qui est drôle. On peut se permettre la perte de temps grâce à la convocation. Donc en soi... Let's go. Lui, c'est même pas si gênant, mais bon... C'est un peu gâchis. En soi. On va plutôt en prendre d'autres. Un damage, évidemment. Elfheim Palace. D'accord, connaissez pas. Lui... Lui, il nous génère pas de la couleur, c'est pas ce qu'on cherche. Lui, il fait un point de vie, c'est fun. Lui, il faut payer un point de vie à chaque fois que tu tapes, c'est quand même chiant. Lui, oui. Lui, oui. Oh, le Riftstone Portal. Trop bien. Trop bien, ça. Et du coup, déjà, Skyla, est-ce que ça te permet d'un petit peu mieux comprendre ce qui se passe ou de mieux comprendre certaines choses, ou est-ce que c'est toujours le flou pour savoir? Ça, parce qu'en vrai, on aura souvent plus de marge pour permettre de le remplir, le stockage. Bof. Un peu, oui. Ah, super. Super. Ça va être trop cher. Ça... Ouais, ça peut aider. C'est pas dingue. Ça, ouais. Ça, c'est toujours fun. Ça, pourquoi pas, même si c'est pas fou. On s'en fout un peu, mais ça marche. Ça fait rien de plus, donc c'est un peu chiant. Ça, c'est chiant pour rien. Ça, c'est chiant pour rien. Ça, on s'en fout. Ça, non. Ça fait la génération, c'est pratique. Ça fait des trucs, c'est pas mal. Bon, on a un truc pas mal. Et du coup, on va aller chercher le mana basique qui nous manque. Alors, attends. Par contre. Si je mets genre une dizaine de mana là, et que je suis à 25 ce qui est déjà énorme. Il me reste 83 cartes. Mais non, pas 20, pas 10. 20, je suis con. Putain. Mais pas les bonnes valeurs. 35. Voilà. Il me reste 7 cartes. Hop. Alors là, je viens de rajouter le package des jetons, comme on pourrait l'appeler. Donc Double In Season, Parallel Life, Primal Vigor, Mondrak, Unwanted Procession. Pour l'explication, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu le gros package pour les jetons. Le principe, c'est que... en fait, j'ai pas mal de créatures, comme Emara, qui vont générer un jeton de créature, comme je l'ai expliqué. Le principe de ces cartes, donc Primal Vigor et les autres, c'est de dire à chaque fois que je suis censé générer des jetons, bah en fait j'en génère le double. Donc si je veux en générer 1, j'en génère 2, si je veux en générer 3, j'en génère 6, etc., etc. Et du coup, le principe, c'est de sortir ces cartes pour pouvoir essayer de surbooster la production. Qu'est-ce qu'on peut avoir de drôle là-dedans aussi? Si, un petit Adjan is welcome. Petit Adjan is welcome, comme ça, petit point de vie, ça peut toujours être sympa. Et on va mettre 26 terrains, 36 terrains en vrai. Parce que ça reste... Je sais pas. 36 terrains.
Ou alors, et une Fellwar Stone. Ou alors 35 et je mets une Fellwar Stone. Comme ça, on est assuré. Non! Mieux qu'une Fellwar Stone. Lifecrafter. Alors après, effectivement, ce qu'elle a, à partir d'un certain moment de jeu, tu as... En fait, si tu veux, moi, pour le coup, ce qu'elle a, moi, ça fait une quinzaine d'années que je suis dans Magic, donc je commence à connaître certaines cartes par cœur, donc je vais avoir des tilts sur certaines cartes qui font peut-être pas de sens à l'évidence. Mais ça, c'est l'expérience qui veut ça. Lifecrafter Bestiary, pour ceux qui connaissent pas, au début de mon entretien, je fais du regard 1, donc je peux regarder la première carte de ma bibliothèque et décider si je la laisse au-dessus ou si je la mets en dessous, ce qui me permet d'anticiper sur la suite. Et à chaque fois que je joue un sort de créature, y compris avec la convocation, ça compte aussi, je peux payer un vert pour pouvoir piocher une carte. Donc potentiellement, ça me permet d'imprimer mon deck un petit peu de manière débile comme ça. Et ça, c'est marrant. C'est marrant. On est à 100 cartes, pas mal, donc on n'a plus qu'à répartir ça. Pour répartir ça, donc il me faut 20 énergies de base. 20 énergies de base. Alors, pour ça, on a les pips. Alors, ça, c'est un autre truc qui est marrant, ce qu'elle est là avec ce deck, enfin avec ce logiciel, c'est que je peux avoir des informations sur mon deck. Ici, on a les pips. Qu'est-ce que c'est que les pips? Alors, je l'ai expliqué la dernière fois, mais je sais pas si tu étais là à ce moment-là du live. En gros, c'est la somme de tout ce que je dois payer pour jouer tout le deck. Alors, ça n'arrivera jamais, hein, il y a trop de cartes. En général, la partie finit avant. Mais c'est ce que je dois payer théoriquement. Donc par exemple ici, ça coûte 1 blanc. Ça coûte 2 blancs. Alors il y a le prix 6 à côté, mais on l'ignore. Ça coûte 2 blancs, ça coûte 1 blanc. Donc là je suis déjà à 6 de blanc. Ça c'est ça les pips que ça compte. Et en gros, si je compte tous ceux qui sont affichés là dans le deck, absolument tous, j'en obtiens 31 verts et 50 blancs. Qu'est-ce que ça veut dire principalement? Ça veut dire que je vais être 50 fois amené à nécessiter de l'énergie blanche et 31 fois être amené à nécessiter de l'énergie verte. Donc je vais globalement avoir un tiers du temps besoin d'énergie verte, 2 tiers du temps besoin d'énergie blanche. Et donc ça, le mieux si je veux pouvoir bien répartir mes énergies, c'est de conserver ce ratio. Ça, c'est un truc que, en théorie, on pourrait appliquer aussi à Pokémon, d'ailleurs, si tu réfléchis bien au fonctionnement. Sur les decks bicolores, bien entendu. Donc, je vais venir ajouter des dés devant moi pour figurer ces 50. Donc lui, on le met sur 10, eux, on les met sur 20. Hop, 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 hop. Je pense que je vais remettre la caméra comme d'habitude pour montrer, parce que c'est quand même très intéressant comme truc. Et ça, 31. Donc lui, on le met sur 1. Et lui, sur 11. Attrapez. Caméra. Ouais. Fais pas l'andouille, Marcel. Merci. Alors par contre, si toi, tu peux aussi arrêter de faire l'andouille, ce serait gentil de ta part. Alors, normalement, et je mets ça comme ça, c'est en dessous de la caméra. J'espère juste que c'est le cas. C'est chiant. Elle est pas branchée, c'est ça? Elle est pas branchée. C'est bon, ça ne marchera pas. Voilà. Le principe. Recouper ça pour qu'on voit. Donc ici, j'ai mes 31 pips. Donc ici, la face là avec le petit symbole, ça veut dire 20 sur les dés. Magic. Donc 20 et 11, 31. Et mon 50 est reparti ici. 20, 40, 50. Et du coup, l'idée c'est que ça, c'est ce que je vais avoir besoin. Et donc, faut que, absolument, que je le fasse rentrer dans les... Hop là. 20 énergies que j'ai ici. Regardez au niveau d'Archideck.
et ma série, je sais que je vais avoir 20 énergies de base. Donc il faut que la somme de tout ça, là, ça fasse 20. Du coup, bah, on va diviser par 2, dans tous les sens. Comme ça, on va garder le ratio entre blanc et vert. Si je divise 31 par 2, ça me fait un 15,5, globalement. Donc je vais juste mettre 15 sur celui-là. Paf. 50 divisé par 2, ça fait 25. Donc, tac, 25. Sauf que 25 et 15, on est encore largement au-dessus des 20, donc je vais continuer de diviser par 2. 15, ça fait 7,5. 25, ça fait 12,5, parce que c'est 24 sur 2. « 12 et 7, ça fait 19. Du coup, il manque un man, il manque une énergie. Où est-ce que je veux la mettre? Bah dans le chiffre le plus bas. Parce que comme ça, je m'assure d'avoir quand même toujours à peu près de la couleur disponible. Et je m'évite des emmerdes. Non d'ailleurs, même je vais le laisser à 17 parce que j'ai oublié un terrain très important. J'ai oublié un terrain très important qui est la tour du commandant. Command Tower, voilà. Donc en fait, j'en ai besoin que de 19. Voilà. Besoin que de 19, et donc là, ça fait 19. Donc, les forêts, on va les descendre à 7, parce que j'en ai besoin que de 7, pour avoir un bon ratio. Et je vais rajouter des plaines au nombre de 12. Voilà. J'ai mes 100 cartes, et si je regarde mes stats, j'ai un camembert de blanc et de vert relativement équilibré. J'ai même peut-être un peu trop de génération de vert par rapport à la génération de blanc. C'est pas trop gênant, en vérité. Parce qu'après, si on regarde, j'ai 39 de production de blanc, 33 de production de vert, donc en vérité, c'est le bleu, le vert et le rouge, le bleu, le noir et le rouge qui parasitent, entre guillemets, mon affichage. Voilà. Voilà. Mais du coup, ça nous permet d'avoir un deck, globalement, complet d'affichage. Paf. Du coup... Hop, je vais juste agrandir pour la prochaine fois. Est-ce que ça peut servir? Paf. Du coup, donc ça, c'est une chose. Et du coup, ça nous fait un deck Emara qui fonctionne plutôt bien en convocation. Alors, il y a peut-être 2-3 trucs qui sont un peu all over the place, comme on dit, où ça traîne un peu dans tous les sens, mais techniquement, notre convocation est réussie. Et c'est une façon d'interpréter la convocation. J'aurais pu tout aussi bien l'interpréter différemment avec une convocation dans le bureau du proviseur. Sauf que comme on a déjà Harry Potter, le thème Harry Potter le 23 pour le deck, on va éviter de faire de la répétition, si possible. Jour 15. Convocation. Deck. Hop. En tant que fichier. Voilà. Le deck vous est donc disponible dans la catégorie, enfin dans le forum Magictober du Discord. Et on a donc terminé pour aujourd'hui. Hop. Alors, on va repasser tranquillement là-dessus. Encore un deck fini. Et oui, on a encore réussi à bien avancer. Je vais enlever ça et repousser ça. Donc, pour la suite des événements. Pour vous qui regardez ça sur YouTube, je galère avec mon câble, tout va bien. Hop là. Pour la suite des événements, pour vous qui regardez YouTube, ça va globalement s'arrêter là. Hop, à part peut-être un petit coup de mouchoir pour vous faire plaisir aux oreilles avant la fin. Hop là. Hop. Excusez-moi pour vos oreilles. Et on va se laisser là-dessus et on se retrouvera du coup demain soir en live pour le deck du jour 16. En termes de VOD, vous aurez peut-être après cette VOD une autre VOD du coup potentiellement sur Pokémon ou whatever. On verra ça. En tout cas, je vous souhaite la bonne soirée, la bonne journée, le bon appétit, whatever.
et à la prochaine les oursons.